Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous donne des conseils et des informations sur les normes et textes réglementaires dans le domaine du bâtiment et des ouvrages de génie civil. Je suis convaincu que les sinistres peuvent être évités si les règles de construction sont respectées. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Alun Pouy et M. Ibrahim Sek. M. Alun Pouy est ingénieur en génie civil. Il est également le maire de la commune de Sébikotane et occupe actuellement le poste de directeur des travaux à la SOCABEC. Monsieur Sek est ingénieur en génie civil. Il est responsable technique du bureau de contrôle ICOS, qui est membre de l'association des bureaux de contrôle et d'inspection agréés du Sénégal. Aujourd'hui, nous allons aborder deux points avec nos invités. Le premier point concerne les inondations. Comme vous le savez, après la pluie du 5 août 2022, il y a eu des inondations et la dégradation de certains ouvrages ici à Dakar. Et pourtant, en 2012, il y a eu le plan décennal de lutte contre les inondations. D'où la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Concernant le deuxième point, nous allons discuter des acteurs essentiels dans l'acte de construire pour avoir un projet qui respecte les normes et textes réglementaires. Après quelques pluies, il y a eu beaucoup d'inondations, malgré le fait qu'il y a eu un plan décennal de lutte contre les inondations qui a été déclenché depuis 2012. Et qu'est-ce qui ne marche pas, malgré tout ce que l'État a mis comme moyen? Merci beaucoup pour cette question. D'abord, je vais commencer par présenter nos condoléances aux familles de la victime suite à l'inondation qui a eu lieu au niveau de la Corniche et aussi au peuple sénégalais dans leur ensemble. Parce que je dois dire qu'en moins de 130 mm d'eau de pluie, je pense que Dakar quand même a vécu des périodes difficiles. Les cités pour lesquelles on n'imaginait même pas avoir connaître l'inondation, on constate quand même que bon, les dégâts sont là. Je pense qu'en 2012, quand même, le président avait de bonnes ambitions en lançant le projet, le plan décennal de lutte contre les inondations pour 10 ans, qui finit en principe en 2022. Je ne dirais pas que rien n'a été fait. Il y a des travaux qui ont été faits, parce qu'en tant qu'acteur de la construction, bureau de contrôle, il y a eu le cas de Cité Soleil, où l'État a mis en place là-bas les stations de pompage. Par exemple, et aussi en dehors de Dakar, il y a aussi au niveau de Matam, il y en a aussi à Fatick. Et là, ce n'est que pour cela. Et d'autres acteurs aussi sont intervenus pour d'autres sites. Donc, c'est dire qu'il y a un travail qui a été fait. Mais le constat est que par rapport à l'existant, le travail qui a été fait, je ne sais pas sur quelle base les sites ont été choisis, mais ce qui est normal, ce qui est évident, pour ce qui est zone de captage, là, c'est une zone qui ne doit pas être habitée. Ça, c'est évident. Malheureusement, je ne sais pas par quel mécanisme le pouvoir à l'époque avait laissé construire là-bas. Malheureusement, même avec l'aménagement d'un bassin qui devait un peu recueillir les eaux qui venaient de la zone Grand Yoff alentour, ce bassin-là, apparemment, a dépassé un peu sa capacité limite de stockage. Ce qui fait que, avec la remontée de la nappe aussi, cette zone-là, à chaque hivernage, pratiquement, les routes sont impraticables, les maisons sont inondées. Donc ça, il faut une rectification. Maintenant, vu tous les milliards investis dans ce plan-là, depuis 2012, on parle d'environ plus de 766 milliards. Je pense que l'État doit d'abord faire audit financier, c'est important. Aussi audit technique par rapport à ce qui a été fait. Et par rapport à ce qui devait être fait et qui n'est pas encore fait. Il y a eu le cas de Kermessar. Kermessar, bon, malgré les efforts ont été faits par l'État, il y a eu des améliorations quand même, mais toujours le problème est là. Parce que je pense qu'on est protégé par nos erreurs de l'époque. L'inondation, c'est un problème tellement vaste que, et aussi, il faut un dimensionnement qui tient compte un peu des données pluviométriques à venir. Il faut des projections. Il faut aussi qu'on intègre aussi les cas de charge où il y a des événements exceptionnels, accidentels de pluviométrie. Et je pense qu'avec les données météorologiques actuelles, on dit que de plus en plus, les pluies vont être plus récurrentes et encore de plus forte intensité. Donc, c'est le moment pour l'État, je pense bien, de dire stop par rapport aux nouvelles règles de construire et d'aménager l'université. En faisant quoi?
d'inclure les lots voiries au complet dans tout projet d'aménagement d'université. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui sera enterré, ça c'est évident. Malheureusement, nos politiciens ne sont pas trop chauds par rapport aux travaux d'assainissement, parce qu'ils disent qu'on ne le voit pas. On fait enterrer des tuyaux, c'est vrai, on ne voit pas l'argent. Mais on le verra quand il va pleuvoir de l'eau de pluie, qu'on verra qu'il y a du travail qui a été fait. Par rapport à l'existant maintenant, il faudra un courage politique, c'est-à-dire il y a des zones pour lesquelles on ne doit pas laisser habiter. Maintenant, le mal est fait. Il faudra essayer, vu qu'on n'est pas loin de la côte, Dakar, dans un rayon de maximum 5 km, on est à la mer. Je pense qu'on ne doit pas avoir un problème pour évacuer les eaux de pluie. Ça, c'est un. Maintenant, le constat est là, le problème est là, et constat. Même les zones comme Cambérène, comme Yoff, inondées pratiquement. Les Almadies, pratiquement inondées. Et Almadies, je peux dire qu'à Dakar, au Sénégal, c'est une des zones les plus chères en termes de foncier. C'est des constructions à coût de milliards. Et malgré tout ça, il y a des immeubles qui naissent chaque année, chaque mois, et le minimum n'est pas fait, c'est-à-dire avoir des canalisations pour drainer les EP. Vous savez, le problème est très profond. Il faudra que, ce n'est pas un problème uniquement que l'État va régler en une année, mais il faut qu'il y ait, je pense que je suggérerais même à ce que le Sénégal n'a même pas de technicien par rapport à cela. Comme on l'avait fait en 2009, Assises nationales, je pense qu'il faudrait peut-être convoquer des assises d'inondation. Comme ça, tous les acteurs, techniciens, politiques, gouvernants vont travailler là-dessus pendant des mois et identifier les problèmes et proposer des solutions par rapport à l'existant et des projections par rapport au futur pour un peu sauver le Sénégal et notamment sa capitale et les grandes villes, les inondations qui, de plus en plus, on le dit, les pluies vont encore venir. Là, on en est qu'au début. C'est ça que je voulais dire comme ma première intervention. Merci. Bon, M. Seck, en t'entendant parler, excusez-moi, M. Pouy, avant de venir vers vous, M. Seck, apparemment, le plan décennal de lutte contre les inondations n'a servi à rien. En fait, le plan a servi à quelque chose parce que, ponctuellement, c'est un plan d'Alifort, c'est le soleil. Là, pratiquement, ce qu'on connaissait à l'époque avec les inondations, cette zone-là, je dirais qu'actuellement, là, par rapport aux zones qui ont citées comme inondables, ce plan est un peu résolu. Ça, c'est résolu à ce niveau-là. Donc, localement, là où les travaux ont été faits, le problème est réglé. OK. Seulement, les travaux n'ont pas pu couvrir tout Dakar. Et le problème s'est déplacé ailleurs. C'est ça le problème. On règle ce problème-là, mais on le dépasse ailleurs. D'accord. Et l'autre problème qu'on a, en termes de voirie, pratiquement dans beaucoup de localités, les voiries interviennent après les constructions. Et souvent en voirie, on vient surlever, on met un remblai, les voiries sont un peu en dessus du niveau des maisons. Ces voiries-là ne sont pas canalisées, et forcément, l'eau qui devait passer, s'infiltrer sous ces voiries-là, forcément, il ira quelque part, va déverser sur les constructions, ou bien sur les ruelles, les rues, qui, après, avec la nappe qui remonte, forcément, il va stagner, et forcément, les maisons seront après inondées. C'est le constat. Il y a du travail qui a été fait, mais par rapport aux problématiques d'inondation qu'on connaît, je dirais que ce n'est pas du tout suffisant en termes d'investissement. Ok, merci beaucoup, monsieur Seck. Monsieur Pouy, selon vous, quel est votre avis par rapport à tout ce qui s'est passé ici après ces pluies? Merci. Je pense que M. Seck, dans son développement, a évoqué des idées très, très intéressantes. En passant en revue tout ce qui a été fait et beaucoup de failles dans le processus de gestion des inondations. Donc, si aujourd'hui on en arrive à cette situation, c'est parce que, quelque part, le plan qui a été mis en place en 2012, consistant à éradiquer les inondations en une décennie, ce plan-là n'a pas, en tout cas, réussi, n'a pas donné les résultats escomptés. Ça, c'est le constat qu'on peut avoir aujourd'hui. Maintenant, pourquoi on en est arrivé à cette situation? Je pense qu'on peut se poser les bonnes questions et faire les analyses nécessaires. Je pense que si on prend le cas de ce qui est arrivé sur la corniche, il y a eu d'ailleurs mort d'homme, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Depuis 10 ans, on n'a jamais vécu ce problème. Donc si ça arrive maintenant, il faut s'interroger pourquoi
ce n'est pas arrivé au cours de l'année et c'est en 2022. Et là, peut-être, il y a l'intensité de la pluie, peut-être, qui est un facteur déterminant, parce qu'on nous parle de 126 mm de pluie à Dakar, en un laps de temps. Est-ce que les ouvrages ont été dimensionnés pour ce type de projet? Parce que quand vous dimensionnez des ouvrages d'assainissement, il y a ce qu'on appelle disons la pluie de projet. On dimensionne par rapport à une pluie, en tout cas, de certaine intensité exceptionnelle. Maintenant, est-ce que la pluie qui a été considérée, l'intensité de la pluie qui a été considérée, et en tout cas n'est pas inférieure à la pluie qu'on a reçue? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Donc, peut-être ceux qui sont au niveau de l'ONAS pourront répondre à cette question. En dehors de ces situations exceptionnelles liées plus ou moins au changement climatique, hein, comme il l'a évoqué tout à l'heure, de plus en plus, on va avoir des pluies d'intensité très forte. Il y a aussi peut-être la qualité des ouvrages à interroger. Est-ce que aussi les ouvrages ont été réalisés conformément notamment aux normes, aux études qui ont été faites à l'époque? Je pense que c'est une question qu'on pourrait se poser, c'est une piste aussi à explorer. Mais à mon avis, on est en train ici au Sénégal de vouloir résoudre un problème structurel par des solutions, disons, temporelles. Hein? C'est ça pour moi la problématique. Parce que les experts ont longtemps analysé le phénomène des inondations et il a été convenu qu'il y a beaucoup d'habitations qui sont dans des zones disons, non indificandi, des zones inondables. Du fait de la période de sécheresse qu'on a vécue dans les années 70 à 80, les gens sont allés habiter dans des zones normalement qui étaient a priori des zones inondables. Et aujourd'hui, avec le retour des pluies, pourtant ces zones sont inondées. Donc ces zones-là, à mon avis, il faut avoir le courage et trouver les moyens de les restructurer pour que l'eau puisse circuler de façon gravitaire. Et là, on dirait qu'on ne met pas en place ces solutions. On est en train de trouver des solutions conjoncturelles consistant à mettre des stations de pompage par-ci, par-là. Et que quand il y a une défaillance sur les stations de pompage, et voilà, ça entraîne des conséquences, notamment des inondations. Quand il y a des pluies exceptionnelles aussi, que les pompes ne peuvent pas évacuer, voilà aussi, ça entraîne aussi des phénomènes. Donc, à mon avis, il faut des solutions véritablement structurelles. Il faut aussi qu'on respecte les schémas, les plans directeurs d'urbanisme. Il y a eu des plans directeurs d'urbanisme, mais en réalité, ils ne sont pas respectés. Donc, le respect des plans directeurs d'urbanisme, je pense, aiderait en tout cas à éviter ces phénomènes-là dans l'avenir. Donc, je pense que les autorités doivent être beaucoup plus regardants par rapport à ces schémas, à ces plans directeurs qui sont définis, qui indiquent les zones où on doit habiter, les types de construction qu'on doit faire dans chaque zone. Et qu'on essaie de voir une bonne occupation de l'espace. L'entretien aussi des ouvrages, hein, je pense que aussi c'est un élément important. Parce que souvent il y a des ouvrages qui sont bouchés, des ouvrages qui sont là, qui a priori devraient évacuer les eaux, mais qui ne sont pas entretenus. Il faudrait qu'on ait une forte pluie et qu'il y ait des inondations pour que les gens puissent se rendre compte qu'il y a un blocage quelque part. Donc je pense que aussi l'entretien périodique des ouvrages aussi est un élément important pour éviter ces genres de situations. J'ai eu l'occasion en 2010 de travailler dans les inondations avec le plan ORSEC. À l'époque, on avait un projet très important au niveau de la zone de Malika-Yembel. Et à l'époque, les études avaient montré qu'une bonne partie de Yembel a été inondée parce que tout simplement, les gens ont bouché le circuit naturel d'évacuation des eaux à travers leur construction. De 2005 à 2010. Une fois que les études ont été faites, et la solution qui a été préconisée, c'était de créer un passage, de traverser la route de Yembel pour que les eaux qui étaient stagnées vers Yembel, Benabarak, puissent se déverser dans un lac d'une superficie de 50 hectares qui se trouve à Malika. On l'appelle le lac Ouï. Et quand on a fait la traversée, on s'est rendu que toute l'eau qui était stagnée là-bas depuis 5 ans est déversée dans le lac. Et les maisons étaient libérées. Donc vraiment, je pense que ce cas-là était très éloquent pour montrer que avec l'occupation anarchique, on est arrivé à cette situation. Donc je pense que véritablement la solution, c'est des mesures structurelles, peut-être impopulaires qu'il faudra prendre, mais il faudra les prendre, à mon avis, pour venir à bout de ces inondations, aussi bien à Dakar que dans d'autres régions.
Donc, mais bon, comme on est encore sous le coup de l'émotion, j'en profite pour présenter mes condoléances aux familles éplorées. Donc, je pense qu'il faudra prendre du recul, analyser véritablement le phénomène qui s'est passé et essayer de trouver des solutions. On peut aussi indexer les grands travaux qui sont en cours, particulièrement à Dakar. Vous avez constaté qu'avec les pluies, on a eu des inondations sur l'autopont de Kermassar, on a eu des inondations sur l'autopont de Yoff et sur la VDN. Donc cela, ça pose un problème. Comment se fait-il que tous ces autoponts-là créent des inondations? Donc je pense que aussi dans la conception et dans le programme de réalisation des infrastructures, le volet assainissement eau pluviale n'est pas tellement pris en compte. Et ce serait vraiment une forte recommandation d'associer l'ONAS, tous les services dans la conception de ces ouvrages pour éviter de pareilles situations. La viabilisation aussi, pour moi, constitue un élément de solution. À mon avis, tous les projets de lotissement doivent aussi inclure dans leur volet la partie viabilisation. Viabilisation de façon globale, mais particulièrement le drainage des eaux pluviales. Je pense que le ministère en charge de l'urbanisme devrait en tout cas exiger qu'il y ait des plans d'assainissement bien contrôlés, bien vérifiés avec les services concernés, avant de délivrer par exemple des autorisations de lotir à des promoteurs immobiliers. Ça aussi, ça pourrait constituer une solution pour venir à bout de ce problème. Voilà quelques pistes de réflexion que vous avez par rapport à ce problème. Ok, merci beaucoup. Ça sera bien entendu. D'accord, espérons que ce sera bien entendu. M. Seck, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on passe à notre sujet? Oui, je pense l'intervention de M. Pouy, vraiment, si on fait un résumé de tout ce qui a été dit, tout ce que j'ai dit aussi, ça englobe tout. Maintenant, il faut un courage politique. Il y a des décisions impopulaires qui devront être prises pour régler ça. S'il y a des cités qui sont habilitées dans des zones non édificantes, il faudra peut-être déguerpir, il faudra déloger les populations pour faire passer des canalisations, faire des bassins. Là, c'est impopulaire. Et donc, c'est ça qui pose problème avec nos gouvernements. Ils pensent trop à leur réélection, à leur mandat. Donc, quand on passe beaucoup à son mandat, sa réélection, on évite de ne pas prendre des décisions comme celles qui sont structurelles. Mais donc, c'est ça le problème. Est-ce que nos gouvernements actuels auront ce courage-là de poser des problèmes, ou bien ils vont se limiter au plan Orsec, faire des secours, passer des mots de pompe, voilà, pour essayer de pomper l'eau. Après, voilà, chaque année, ça se répète. Donc, c'est après ça que... Donc, non, c'est clair. Donc, on va entrer dans la deuxième partie de notre débat, de notre discussion, qui consiste à parler des acteurs de la construction. Quand on réalise un projet, c'est un investissement lourd. Donc, pour sécuriser son investissement et éviter une dégradation prématurée de l'ouvrage, il est essentiel de faire un bon choix en ce qui concerne les acteurs de la construction. Monsieur Seck, est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement les acteurs essentiels, en tout cas, pour la réalisation d'un bâtiment, pour que le projet soit exécuté conformément aux normes et textes réglementaires? Je pense que, vu qu'on parle de construction, en se référant au code de la construction du Sénégal en vigueur, depuis 2010, les acteurs incontournables, un promoteur particulier, sachant ou pas profane, ok, l'État, pour construire un bâtiment, le premier contact, c'est souvent l'architecte. L'architecte, souvent, il est incontournable pour faire un projet. Parce que le client, il a il a son argent, il va investir. Maintenant, par rapport à ses besoins pour son habitation, le confort qu'il veut, le nombre d'espace, la distribution de l'espace, là, c'est l'architecte qui intervient. L'architecte, il fait la conception architecturale du projet, l'aménagement intérieur, les aérations, comment évacuer les eaux usées, les eaux vannes, tout ça. Ça, c'est l'architecture. Par rapport aux façades, la disposition des façades, par rapport à la rue, ok, les aérations, ça c'est l'architecte. L'autre acteur, après l'architecture définie, c'est l'étude géotechnique, c'est-à-dire les contraintes liées au sol. Parce que souvent on dit au Sénégal, localement attendre quoi, c'est ce qu'on dit en Wolof quoi. Le sol peut prendre tout ce qu'on lui soumet.
Et ce qu'on oublie, c'est que cela dépend de ce qui vient en dessus du sol là. Ça dépend du projet Akarif, la distribution des charges sur ce sol là. Donc ça c'est incontournable. C'est l'étude géotechnique qui est fait par un laboratoire d'études de sol. Il y en a au Sénégal, ils sont beaucoup. Hein. Maintenant, seulement que contrairement au bureau de contrôle, ce n'est pas soumis à agrément de l'État. Après cette étude de sol là, il y a l'autre qui intervient par ordre. C'est celui qui fait les plans de structure, charpente béton armé, charpente métallique ou charpente de bois. Donc c'est ça, celui qui fait maintenant, et il met en œuvre un peu les plans conçus par l'architecte, c'est-à-dire le BT structure. Il y en a aussi au Sénégal, ils sont nombreux. Il y en a qui ont des cabinets qui le font. Il y en a aussi qui le font en freelance. L'ingénieur sorti de l'école, il a les compétences pour le faire, il fait l'étude. Eux aussi, ils ne sont pas soumis à agrément comme le bureau de contrôle. Maintenant, après ces acteurs-là, une fois que les plans archi définis, l'étude de sol intervenue pour identifier les contraintes liées au sol, par rapport à la capacité portante du sol et par rapport au risque de tassement, l'étude intervient pour concevoir son projet structurel, les plans de structure. Après, il y a un acteur qu'on appelle bureau de contrôle. Celui-là fait le contrôle de ce document-là. Il regarde l'étude de sol par rapport au risque lié au sol. Okay? S'il y a une nappe, par exemple, des recommandations qui sont faites par l'étude de sol, est-ce qu'elles sont suffisantes ou pas? Okay? S'il y a une couche de sol, molle par exemple, en dessus du lieu pour les fondations, qui va un peu favoriser le tassement, par exemple pour les sols argileux par exemple, okay? Et comme aussi s'il y a un sol qui est un peu douteux, comme les sols de Diamniadio, les marnes, qui sont des sols gonflants, là il intervient pour, attention, prévenir les risques liés à ce sol-là et dire est-ce que les dispositions prévues par l'étude de sol sont adaptées ou pas. Après, une fois que cela est fait, les plans sont examinés, validés par le bureau de contrôle. Ça, c'est pour la structure. Celui-là, maintenant, on a un dossier de conception, exécution architecturale, l'étude de sol définie, les plans de structure effectués, validés par le bureau de contrôle. Il y a maintenant après l'entrepreneur qui intervient. L'entrepreneur intervient, c'est vrai, son choix est fait durant les plans de l'appel d'offres. Uniquement les coffrages suffisent. Il y en a même qui, dès les plans d'architecture, peuvent soumissionner au marché. Mais souvent, c'est avec les plans de coffrage, le plan DAO, quoi, que les gens soumissionnent pour faire tout ce qui est maîtrisé, faire le calcul, proposer des prix. Souvent, tout le marché qui est mis en place. Okay? L'entrepreneur, maintenant, c'est lui qui exécute, qui met en œuvre un peu l'idée de ce que voulait le particulier, le bailleur. Il le met en œuvre, en faisant l'exécution qu'il faut. L'entreprise, là, quand il intervient, ça veut dire qu'il a la qualification requise, il a les techniciens qu'il faut, les travaux, compte de travaux, les techniciens et des ouvriers qualifiés, par exemple, qui le font. Ça, c'est ce qui est un peu normé, quoi. Ouvriers qualifiés, quand je le dis, ça a appris comment construire. Bon, non sont qualifiés, certainement, on peut le dire. Il y en a qui ont l'expérience, mais ils l'ont appris où? Au tas. Là, on le comprend. Malgré qu'il y a mais l'architecte, l'étude de sol, l'étude de structure, le bureau de contrôle, l'entrepreneur, avec ces équipes de construction, de travaux, de travaux, chefs de chantier et les main-d'œuvre. Donc ça, c'est des acteurs qui sont indispensables. Et au-dessus de tout le monde maintenant, il y a l'État. L'État, à travers ses services, qui doit veiller à ce que, par rapport au type de construction, est-ce que, par rapport au code de la construction, par rapport au code de l'urbanisme, au code de l'assainissement, comme on vient de le dire, est-ce que tout a été pris en compte pour s'inscrire dans un cadre, comme l'a dit mon co-débatteur, M. Pouy, dans un plan d'urbanisme? Est-ce que tout ça insère bien dans le cadre qui est proposé? Dans cette région, par exemple, Dakar, vous voulez un R+8, on vous dira non. Pas possible. Dans cette localité-là, on n'accepte pas des R+8, par exemple. On n'a pas prévu ça. Donc tout ça, ça veut dire que l'État est en dessus de tout les règles par rapport au code en vigueur. Donc en gros, c'est de manière ramassée. Hein. Ça, c'est des acteurs qui sont indispensables pour moi dans la construction. Ok, merci beaucoup, M. Seck. M. Pouy, quelles sont en fait les principales difficultés que vous rencontrez dans les projets en tant qu'entreprise
Et également, avant ça, je vais même vous poser une première question, à savoir comment le maître d'ouvrage peut-il faire pour choisir une bonne entreprise pour la réalisation de son projet? Comment il peut faire? M. Seck a bien fait de lister l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le processus de construction, de la conception à la réalisation, en passant par les études techniques. Véritablement, il a vraiment cité de façon exhaustive tous les acteurs. Maintenant, le problème qui se pose, c'est d'abord le choix de ces acteurs. Je pense que j'ai suivi récemment un des débats intéressants sur le fondement du bâtiment, qui posait la responsabilité du maître d'ouvrage par rapport au choix des acteurs. Au-delà du choix de l'entrepreneur, le choix, pour moi, c'est pas, de manière générale, de tous les acteurs qui posent problème. Comment quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui veut investir, qui a son argent pour construire, comment il va faire le choix de tous ces acteurs-là? Ça, c'est une problématique. L'autre problématique, c'est aussi comment gérer tous ces acteurs pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Vous devez parler à 4 ou 5 ou 6 acteurs du BTP alors que vous n'êtes pas censé connaître le milieu de la construction. Ça devient vraiment compliqué pour un client ou quelqu'un qui veut construire. Maintenant, le choix des acteurs, je pense que pour choisir ces acteurs, il faut en tout cas procéder à des enquêtes sur les différents acteurs, demander les références techniques, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont à réaliser, et demander aussi ces références-là qu'ils fournissent, comment ça s'est déroulé, demander les certificats, les attestations de travail. Tout ceci, ça permet d'avoir une certaine idée sur la crédibilité, principalement par rapport aux entreprises. Le choix d'une entreprise doit se fonder sur, disons, les critères qui sont suivants. D'abord, les compétences techniques de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a les ressources humaines nécessaires pour réaliser le projet? Et là, il faut demander le personnel qui est proposé, les CV des différents techniciens, ingénieurs et autres qui sont proposés pour la réalisation. Les références, je l'ai dit tantôt, les réalisations que l'entreprise a eu à faire durant son existence. Ça peut donner aussi une idée de la capacité de l'entreprise à réaliser des projets. L'avis des clients de cet entrepreneur par rapport au projet qu'il a réalisé, quel est le sentiment de ces clients? Est-ce qu'ils ont été satisfaits? Est-ce que la collaboration a été bonne? Ça permet aussi d'avoir une idée sur la crédibilité. Le matériel que l'entreprise a à disposition pour réaliser. Parce qu'aujourd'hui, la construction a tellement évolué, à telle enseigne que si vous avez un certain nombre de matériel, vous ne pouvez pas réaliser les travaux dans les normes. Donc, l'entreprise doit avoir suffisamment de matériel pour pouvoir en mettre en œuvre le projet et dans les délais. Ça aussi, c'est important. Sinon, si vous faites appel à un entrepreneur qui n'a pas les moyens matériels de réaliser les travaux vont durer. Et quand ça dure, généralement, ça entraîne véritablement des dépassements de budget et ça se répercute enfin sur la qualité des ouvrages. Donc, tout ceci, c'est important pour moi, pour le choix des entrepreneurs. Maintenant, pour revenir à la problématique que je posais tout à l'heure, comment un client qui n'est pas en réalité, qui n'est pas dans le secteur de la construction, peut faire face à tous ces acteurs, je pense que les clients peuvent faire recours à des AMO, à des assistances à la maîtrise d'ouvrage. Il faut s'agir qui ont des compétences dans la construction, qui pourront coordonner l'ensemble de ces acteurs et surveiller le travail, coordonner et rendre compte au maître d'ouvrage. Donc, ça, c'est pour moi une solution pour les clients, faire recours à des cabinets de maîtrise, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Ou bien même de recruter même des ingénieurs conseils. Bon, si les cabinets ont des problèmes, il y a des ingénieurs ou des techniciens, des architectes qui ont en tout cas une grande expérience dans la construction que vous pouvez prendre en freelance, en tant que prestataire, pour vous coordonner tous ces acteurs pour que vous puissiez mener à bien votre projet. Donc, c'est les pistes de réflexion que vous avez à proposer. Effectivement.
C'est vraiment pertinent. Je vais poser après la même question à M. Seck. M. Seck, pour un maître d'ouvrage, comment il peut faire pour choisir un bon bureau de contrôle? Bon, merci. Merci à M. Pouy par rapport à son intervention. Pose un peu la problématique. Les choix des acteurs qui ne se connaissent pas. Parce qu'on n'est pas obligé d'être... Il ne faut pas avoir tout le Sénégal des ingénieurs d'études. Il faut qu'il y ait des gens qui font ça. D'autres, ils ont leur... C'est ça, comme ça qu'un pays marche. Maintenant, pour les bureaux de contrôle, parce que les bureaux donc l'État a la liste des bureaux de contrôle qu'il a fait donner ou bien autorisé à exercer l'activité de contrôle par rapport à des critères. Donc très souvent, au niveau de direction de la construction, c'est-à-dire une des normalement du ministère de l'urbanisme, ils ont la liste des bureaux de contrôle agréés. Donc quelqu'un qui veut construire un bâtiment, il a son argent. Déjà, il peut interroger le ministère de l'urbanisme parce que c'est à travers eux que celui-là obtient ce qu'on appelle l'autorisation de construire. OK? Et dans ce document-là, je me souviens bien, le dernier article, il fait mention de faire recourir au service des cabinets experts, pour les études de sol et le contrôle. Le dernier article de ce code-là. Le dernier article qui délivre l'autorisation de construire. Okay? C'est que le client, souvent, ne s'intéresse pas trop au document, au contenu du document. Mais le client, dès l'instant qu'on lui dit, c'est bon, vous avez l'autorisation de construire, après c'est fini pour lui, il ignore le contenu des articles et forcément, il ignore qui devra intervenir par rapport à son projet. Donc ça, c'est un. Donc, ça, il faudra aussi, à mon niveau, pour ce choix-là, le ministère de l'Urbanisme, vu que c'est eux qui délivrent les autorisations de construire, telle autorisation, dès l'instant qu'un client amène un projet qui doit faire intervenir obligatoirement au bureau de contrôle, en ce moment-là, on doit lui faire savoir que, attention, votre projet, c'est un R+3, il vous faut au moins des plans d'exécution de structure. Il vous faut que ces plans-là soient visés par un bureau de contrôle agréé et qui en même temps fait le contrôle de travaux. Donc ça, c'est le choix au niveau de l'État. Donc l'État a la liste. C'est en premier lieu, c'est lui qui doit faire reconnaître aux clients, il y a ça, et aussi lui dire, attention, pour la construction d'un bâtiment, il y a un code qui est là depuis 2010. Il faut se référer à ce code-là. Sinon, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Le code-là s'applique à tout le monde. Vous le connaissez, vous ne le connaissez pas. Si vous construisez en faisant des manquements par rapport à ce code-là, là, vous êtes passé de sanctions pénales. Donc ça, je pense que c'est l'État. Avec pédagogie, avec son ministère de l'Urbanisme, qui doit faire ce premier travail-là, dès la délivrance des actes de construire. OK. Là, oui. Donc maintenant, quand est-ce qu'il faut choisir, par exemple, un bureau de contrôle? À quel moment faut-il choisir? Parce qu'on sait qu'au Sénégal, parfois, les gens ne savent pas à quel moment il faut contacter tel ou tel acteur. Maintenant, pour les bureaux de contrôle, quel est le moment propice en fait, pour choisir le bureau de contrôle? Voilà, c'est une très très bonne question, qui est une des problématiques majeures que les bureaux de contrôle rencontrent au Sénégal. Très souvent, ce qui se passe actuellement, on est choisi après tout le monde. On est même l'entreprise et commencé à faire ses fouilles pour mettre ses fondations. Le risque, le contrôle, la prévention des risques. Pour prévenir les risques, on doit intervenir bien en amont. Dès l'instant que le client a contacté son architecte, à ce niveau-là, il doit choisir son... Dès la phase APS même. APS n'est pas encore ficelé. Le contrôle interne savoir les dispositions à respecter par rapport à la structure, par rapport à la sécurité incendie, ça c'est la conception. À ce moment-là, si le choisit bien en amont, déjà, on va faire gagner du temps les documents
parce qu'il est intervenu pour faire des recommandations sur la conception. Okay? C'est ce qu'on appelle, et ces interventions-là, en phase conception, est sanctionnée par le rapport qu'on appelle rapport initial de contrôle. Ça, c'est bien avant l'exécution. Donc, ça, c'est il faut le choisir le mieux tôt possible, en phase APS, dès l'instant qu'on connaît l'architecture. Le contrôle intervient pour conseiller l'architecture, pour lui recommander par rapport aux dispositions qu'il faut pour que ce bâtiment-là soit en phase avec le légal et aussi en phase de contrôle et aussi handicapé. Ça, c'est important. Donc, si ce n'est pas le cas, on intervient, on fait des recommandations, alors que le coût est passé, l'entrée a son marché, avec un montant bien qui vont augmenter le coût de la construction, et ce qui fait que les projets après, les travaux seront bloqués, comme l'a dit M. Pouy, dans les durées de travaux. Forcément, un retard va impliquer des conséquences sur la qualité. Donc, ce choix-là, je pense, c'est bien en amont, le choix des acteurs essentiels. D'accord, merci. Monsieur Pouy, je voudrais vous poser la question, c'est-à-dire une question qui concerne en fait les travaux même en phase exécution. C'est-à-dire comment le maître d'ouvrage peut-il faire pour maîtriser le planning des travaux, c'est-à-dire le respect des délais par l'entreprise. Et souvent, quel est le problème? Qu'est-ce qui fait que les travaux soient en retard dans le cadre des projets? Voilà, merci de poser une question très intéressante, parce que je constate avec moi que pour beaucoup de projets, les entreprises ont du mal à respecter le planning, les délais d'exécution. Bon, ce phénomène est lié, à mon avis, à plusieurs facteurs. Il arrive parfois que le maître d'ouvrage lui-même fixe à l'entrepreneur un délai, que l'entrepreneur accepte, sachant qu'il ne pourra pas réaliser. Il y a des conditions de délai qui sont fixées. Bon, l'entreprise se dit, je gagne des relances de... Là, c'est courant. Il arrive que l'entreprise elle-même ne soit pas en mesure, en tout cas, de faire un planning cohérent. L'entreprise peut faire un planning qui n'est pas basé sur une évaluation de ses capacités, une planification de ses ressources, une prise en compte aussi des intempéries ou des événements. Nous sommes au Sénégal, hein, il y a beaucoup d'événements parfois religieux qui font que toutes les entreprises sont bloquées, tout le secteur même est parfois bloqué. Au-delà même des entreprises qui peuvent vouloir travailler et que les fournisseurs ne sont pas là à une période donnée, où les transporteurs sont en grève et ainsi de suite. Donc il y a ces imprévus qui ne sont pas souvent pris en compte par les entreprises. D'autres cas, c'est des problèmes de paiement. L'entreprise travaille, émet un décompte, mais que l'entrepreneur, disons le maître d'ouvrage, tarde à payer. Et naturellement, ça se répercute sur le déroulement des travaux. Parce qu'en réalité, quand les entrepreneurs n'ont plus d'argent, ils arrêtent ou ils ralentissent pour contraindre le maître d'ouvrage de les payer. Et parfois même, toutes ces conditions peuvent être réunies, mais que l'entreprise n'a pas les ressources qu'il faut, les ressources humaines, hein, ou les ressources matérielles que j'évoquais tout à l'heure pour réaliser les travaux, ou bien que l'entrepreneur est sur d'autres projets où il est en rupture, disons, de matériaux quelque part, ou bien il a des difficultés financières sur d'autres projets. Et vous connaissez souvent le principe de l'unicité de la caisse. Hein. Il prend l'argent au projet A, au projet B, où il attend un décompte, et ainsi de suite. Donc il y a tous ces facteurs-là qui font que parfois, voilà, les entreprises ont du mal, en tout cas, à maîtriser les délais. Maintenant, pour le maître d'ouvrage, en fait, le maître d'ouvrage, qu'est-ce qu'il peut faire, en fait, le maître d'ouvrage? Lui, en tant que maître d'ouvrage, oui. Voilà, à son niveau, c'est-à-dire si lui, il donne tout ce qu'il faut, maintenant, malgré tout ça, il voit que son projet n'avance pas. Le maître d'ouvrage, il faut s'assurer de garanties. C'est-à-dire qu'à l'établissement du contrat, il faut inclure des clauses de pénalité, notamment des clauses de pénalité de retard. À un certain moment, s'il y a du retard, il y a une pénalité journalière à payer pour le maître d'ouvrage. Souvent, c'est inscrit dans la plupart des contrats, mais souvent, dans l'application,
les gens, en tout cas, ne l'appliquent pas. Mais si le maître d'ouvrage, il est strict dans l'application des pénalités et qu'il respecte lui-même ses engagements, je pense qu'il peut contraindre à l'entrepreneur d'exécuter les travaux conformément au délai contractuel. Donc, c'est une des principales garanties. L'autre garantie, c'est le suivi. Il ne s'agit pas qu'un entrepreneur te donne un planning et qu'il dise que voilà, il m'a donné un planning, on va réaliser les travaux dans une telle durée et tu attends à la fin pour venir voir est-ce que les travaux sont terminés. Parce que quand vous avez un planning et que vous suivez le planning régulièrement à travers les réunions de chantier, vous pourrez en tout cas voir d'éventuels retards et de prendre aussi des mesures correctives permettant d'ajuster le planning pour toujours rester dans les délais. Donc le suivi, disons, périodique du chantier est un élément important pour pouvoir en tout cas respecter le planning et aussi pouvoir anticiper sur d'autres événements qui pourraient avoir des répercussions sur le délai des travaux. Donc voilà en gros les moyens que le maître d'ouvrage peut utiliser pour en tout cas s'assurer d'un respect des délais par rapport à l'entreprise. D'accord. Monsieur Seck, vous, en tant que bureau de contrôle, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez, surtout en phase d'exécution des projets? Bon, je voulais un peu ajouter quelques mots par rapport à la question qui a été posée à M. Pouy. Il y a un des éléments très importants pour le choix des acteurs, le critère de choix, qualité-coût. Très souvent, on choisit les acteurs, l'entreprise, par souvent le critère du moins 10 ans. Et ça, dans beaucoup de projets qui connaissent des retards, et ça, cet élément-là, il est déterminant. Parce que le moins 10 ans, ça veut dire quelqu'un, on ne cherche pas, au lieu d'avoir le mieux 10 ans, du mieux 10 ans. On devait favoriser le mieux 10 ans. Quelqu'un qui a les qualités techniques, comme l'a dit M. Pouy. Et ça, pour cela, on revient à l'État. C'est-à-dire il faudra que les acteurs, il y ait une classification des acteurs, les entreprises. Parce que pas une entreprise est au même niveau que tout le monde. Ce n'est pas possible. Par les entreprises, il y a aussi, par rapport à la qualification, il y a certaines compétences qu'on retrouve chez l'entreprise A, qu'on va passer à l'entreprise B, par rapport aux moyens techniques, il y a ces zones-là, on doit faire des fondations profondes. Là, si vous n'avez pas une entreprise qui sait le faire, et là, c'est impossible. Ce qui fait que, pour l'État, c'est important qu'il y ait une classification des entreprises. Et par classement par A ou B, et par rapport au marché, ils sauront que pour tel marché, il n'y a que cette entreprise dans tel classement qui pourra le faire. Et éviter aussi le critère moins 10 ans. Parce que les gens se plongent pour gagner des marchés, c'est normal. Une entreprise, voilà, on a des charges à payer, on a un personnel, on a un loyer à payer par rapport au site qui est votre entreprise. Tout ça, si on reste des mois, des années sans travailler, on ferme une porte. Et là, ce n'est pas l'intérêt pour l'État aussi par rapport à la lutte contre le chômage. Donc ça, c'est un. Ce qui fait qu'on gagne un marché à un tel prix, alors que l'État aussi, comme l'a dit M. Pouy, l'État, le maître d'ouvrage, ce n'est pas dit obligatoirement qu'il doit être sachant. Il doit avoir les services, comme l'a dit M. Pouy, AMO, c'est important, bien ingénieur conseil. S'il a ces éléments-là, il a un devis, comme on dit, devis de base. Il sait que tel projet, pour l'exécuter, il faut après tant comme montant, après à 10% près. Là, il le sait. Maintenant, s'il laisse l'entreprise proposer un devis, sans d'abord avoir un devis de base à opposer à l'entreprise, pour savoir que tel prix proposé par telle entreprise, c'est impossible de le faire par rapport à un tel de projet, là, l'État aussi aura sa responsabilité à jouer. L'autre, comme Pouy l'a dit, hein, le paiement de l'État. Parce que modèlement, notre trésor, on paye une facture qui nous permet de rester 3 mois. 3 mois moins un jour pour vous dire, monsieur, voici tel élément qui manque pour le paiement de la facture. Vous imaginez encore 3 mois, alors qu'au même moment, vous avez payé la TVA pour cette facture-là. Vous avez une facture de 100 millions, vous avez payé une TVA de 18 millions déjà. Alors vous n'avez pas encaissé votre argent. Vous voyez pour ça, ça pose problème. Donc l'entreprise, comme la caisse est unique, forcément, voilà, il va prendre l'argent du projet A
pour avancer sur le projet B, pendant que le projet A est son paiement. Ce qui fait que c'est un problème. De la caisse, par rapport à nous, par rapport à la question que tu m'as posée, ce qu'on a comme problème souvent, hein, c'est ça, hein, si je me rappelle bien, par rapport à la question. Donc, je disais que quels sont les problèmes que vous rencontrez, surtout en phase d'exécution. Exécution. En bureau de contrôle, oui. Le bureau de contrôle, le choix du bureau de contrôle, le retard de son choix, là c'est un problème. Parce qu'on nous choisit, après avoir choisi tout le monde, après avoir figé les plans d'exécution d'architecture, effectuer les plans de structure. Et souvent, on ne donne pas de CPTP. On ne donne pas de sécurité incendie. Parce qu'handicapé n'en parle même pas. Et nous, on intervient par rapport maintenant aux documents de référence qui existent, soit les sénégalaises, les DTU françaises, les Eurocodes, les DAL, et tout de suite, ou bien s'il y a des normes sénégalaises. On intervient par rapport à ces éléments-là. Et aussi, beaucoup de cahiers de charges, c'est des copies-collées. On prend des cahiers de charges de marché A, on appelle au marché B. Et le contrôle, quand il intervient maintenant, il voit que telle disposition technique ne sont pas respectée sur les plans. Le marché est déjà passé pour le client. On le dit au client, c'est le payeur. Il a déjà signé son contrat avec l'entreprise. C'est une observation majeure. Recommandation, par exemple. Comment faire pour le lever? Déjà, c'est un premier problème. On fait une lettre pour dire attention, c'est une réserve. Il faut telle disposition par rapport au plan. Vous dites, le client a prévu un bâtiment, je dirais au sous-sol, par exemple, au sous-sol. Souvent, il arrive que le gars te met un plancher corps creux, par exemple. OK? Là, on vous dit attention, le plancher corps creux, par rapport à la tenue un minimum de 2 heures de temps, par exemple, ça ne passe pas. Alors que le marché est déjà conclu que c'est un corps creux qui est prévu là-bas. Ça, c'est un problème. Nous, on met une recommandation, une réserve, mais n'empêche, le maître d'ouvrage, il est obligé de continuer comme ça. Ça, c'est un problème. L'autre problème, par rapport à la qualité de travaux, on demande à l'entreprise souvent de fournir, dès l'entame du projet, avant même de creuser, une formulation de béton. Avec le produit, les matériaux qui seront utilisés sur le chantier, le gravier qui sera utilisé, le ciment, le sable et bien évidemment l'eau du réseau. Souvent, il y a dans les projets, les clients, les plans ont prévu 25 MPa pour les calculs de béton, par exemple. Et sur le marché, on voit que sur le chantier, on livre du calcaire, par exemple. Par expérience, on s'est rendu compte qu'avec le calcaire, c'est pratiquement impossible d'avoir 25 MPa. Ça, c'est un problème. Ça, c'est des véhicules, quoi. Et l'autre problème, par rapport à la qualité du chantier, très souvent aussi, la qualité de l'entreprise. La personne qui est sur le pays, pour l'entreprise, il faut au minimum que le conducteur soit un sachant. Tu dois anticiper d'abord le problème avant que le contrôle intervienne. Ça, c'est un. L'autre problème, le fait que sur les chantiers, il n'y a pas le maître d'œuvre là qui fait le suivi de nos recommandations. Très souvent, il n'y a pas cet élément-là, il n'y a pas cet agent-là sur le chantier. C'est-à-dire, l'entreprise, il est seul sur le chantier. Le contrôle passe, fait des recommandations. Il n'y a personne derrière pour le contraindre à faire ce suivi-là. Ça, c'est un. L'autre problème, souvent, les contrôles faits de fonds de recommandation, des observations qui sont majeures pour un projet. Mais on n'est pas gendarme pour interdire, pour arrêter. Ça veut dire que le client, le maître d'ouvrage, doit pouvoir agir. Et pour agir, s'il n'est pas sachant, s'il n'est pas un AMO sachant, ou bien ingénieur conseil, comme l'a dit M. Pouy, la remarque reste sur place et elle ne sera jamais enlevée jusqu'à la fin du projet. Le contrôleur va émettre des réserves dans le rapport final et ça, c'est dans l'intérêt de personne. En gros, c'est quelques problèmes qu'on rencontre avec les acteurs et avec les matériaux qu'on trouve sur place et avec aussi l'encadrement du projet à partir du maître d'ouvrage, l'entreprise, le maître d'œuvre, ce qui pose un problème, les acteurs qui doivent intervenir sur un projet et que très souvent, on les contourne. Il n'y a que l'entreprise qui compte dans le projet et l'architecte. Et l'architecte, il n'est pas une structure. Il est architecte par rapport à son aménagement. Souvent même, il fait des modifications qui impactent la structure sans le savoir. Mais si le maître d'ouvrage n'est pas outillé, n'a pas d'AMO, n'a pas d'ingénieur conseil, qui va le déceler? Souvent, c'est ça, ce problème-là qu'on rencontre souvent. Et aussi le fait que les documents préalables pour un projet, la non-sécurité incendie,
d'activité handicapée et le CPTP. Ça, c'est le document de base qu'on doit avoir dès l'entente du projet pour examiner les documents. Mais le plus gros problème, c'est le choix du bureau contrôle qui est très après avoir choisi les acteurs. Ça, c'est le plus grand problème qu'on rencontre. Ok, merci beaucoup. Monsieur Pouy, vous, en tant qu'entreprise, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez, notamment avec les autres acteurs de la construction, dans le cadre de la réalisation de projets, par exemple? D'accord, merci. C'est une question qui est intéressante. Par rapport à ces acteurs pris individuellement, si je prends par exemple le maître d'ouvrage, le principal problème que l'entrepreneur, l'entreprise peut avoir, c'est des problématiques de paiement, des retards de paiement. Donc par rapport au maître d'ouvrage, particulièrement, c'est souvent des problèmes de paiement ou bien des problèmes de modification de plans en cours d'exécution. Il arrive parfois qu'il y ait un maître d'ouvrage qui a fait faire ses plans, qui ont été validés, et au cours de l'exécution, il vient pour vouloir les modifier pendant l'exécution, sans souvent aussi vouloir payer un surplus lié aux travaux supplémentaires. Ça aussi, souvent, ça pose problème avec les maîtres d'ouvrage. Avec les architectes, le problème qui se pose souvent, c'est qu'une fois qu'ils ont fait leur plan archi, ils ne pensent pas au plan béton armé, au plan de structure. Maintenant, ces plans, souvent, ont des répercussions sur l'architecture du bâtiment. On veut parler des plans de structure, les plans béton armé. Il arrive que dans la conception des plans béton armé, on mette des poutres, par exemple, avec retombées, là où l'architecte ne l'avait pas prévu. On met des poteaux dans des espaces où l'architecte ne les avait pas prévus au départ. Et ça pose problème. Au lieu que ces plans-là soient retournés chez l'architecte, il faut faire une superposition, analyser les implications du plan béton, les implications du plan de plomberie. Souvent, les tuyaux d'évacuation passent parfois dans des pièces qu'il faut détourner ou il faut habiller et qui peuvent avoir des impacts sur l'architecture finie du bâtiment. Tous ces problèmes-là, souvent, ne sont pas gérés en amont par l'architecte qui doit les prendre en charge. Et pendant l'exécution, c'est pendant l'exécution qu'ils arrivent maintenant pour demander à l'entreprise, non, il ne faut pas mettre la poutre ici, il ne faut pas faire passer pour ici, et ainsi de suite. Donc souvent, c'est des problèmes que nous avons en tant qu'entreprise avec les architectes et les bureaux d'études BA. Le problème que nous avons particulièrement avec les bureaux de contrôle, c'est souvent le problème de la fréquence des rotations. Parce que les bureaux de contrôle, ils valident les plans. Souvent, ils ont des agents qui sont sur une vingtaine de projets, ils sont sur beaucoup de projets. Un seul agent qui est censé contrôler vraiment un nombre important de projets, il n'a pas matériellement le temps de venir véritablement contrôler. Et voilà, souvent, il te retarde, il te demande d'attendre, je suis sur un autre projet, il peut attendre, et ainsi de suite. Souvent, c'est des retards. Souvent aussi, quand il passe aussi, il fait des recommandations, il lève les recommandations, ou bien les réserves qu'il a émises, et il n'est plus là pour venir constater est-ce que, voilà, que les réserves ont été carrément levées. Ça aussi, c'est le problème que nous rencontrons souvent avec le bureau de contrôle dans l'exécution des travaux. Pour les acteurs individuellement, voici les principaux problèmes qui sont rencontrés. Au-delà des problèmes pris individuellement, il y a la problématique de la coordination que j'ai parlé tout à l'heure, que j'évoquais tout à l'heure. Il faudrait quelqu'un quand même pouvoir coordonner tous ces acteurs-là à travers les réunions de chantier. L'entreprise, le bureau de contrôle, le bureau d'études, l'architecte, tous les intervenants, y compris le maître d'ouvrage, doivent être en tout cas coordonnés par soit un AMO ou un ingénieur conseil qui suit les travaux, qui fait des rapports, des recommandations, des PV de réunions de chantier, qui liste tous les problèmes et voilà, qui suit par rapport à la levée de toutes les difficultés. Donc c'est le problème globalement que les entreprises rencontrent sur le terrain. Merci beaucoup, M. Pouy. Donc, je pense que nous avons fait quand même le tour avec nos deux sujets. Donc, ça commence à durer. Donc, je pense que nous pouvons
essayer de conclure très rapidement. J'espère qu'en fait, on aura l'occasion de vous recevoir encore une fois de plus, parce que quand même, vous avez émis ici quand même des suggestions, en tout cas, en fait, des idées qui sont très pertinentes. Vos interventions sont aussi très pertinentes. Donc, je pense que la majeure partie de notre population, à travers notre chaîne-là, pourra en fait bénéficier de votre expérience. Voilà. Maintenant, avant de conclure, je voulais juste poser individuellement chaque question. Quels sont en fait des conseils que vous pouvez donner à maître d'ouvrage pour qu'il puisse réaliser son ouvrage qui respecte les normes? Voilà. Quelques conseils que vous pouvez, en fait, et recommandations. Donc, par rapport au conseil, qu'il sache qu'il y a un code de la Constitution, c'est une loi, c'est ignoré, ok? Et de faire recours à des conseils par rapport à son projet, pour le conseiller, par rapport déjà au choix des acteurs, c'est important. L'entreprise, l'architecte, le bureau de contrôle, et ainsi de suite, l'étude technique, le rapport de sol. Tout ça, c'est important. Et en gros, je pense dans l'ensemble, ces éléments-là, si on y veille à travers la loi, c'est un marché qui est un peu ouvert, parce que de plus en plus, on est envahi par des géants étrangers qui interviennent dans beaucoup de projets que les Sénégalais peuvent faire. Des logements qui sont faits, souvent il y en a qui ne sont faits par des entreprises marocaines, turques, on n'en parlons pas. Les plus grands projets de l'État actuellement se fait par des entreprises étrangères, les stades Diamniadio, Dakar Arena, tout ça. Alors que je pense que si l'État faisait des efforts pour un peu appuyer ces entreprises, ça c'est un manque à gagner en termes de savoir-faire. Sénégalais, ce qui manque peut-être, c'est l'accompagnement de l'État pour le perfectionnement et aussi le fait aussi que souvent les marchés faits par des entreprises sénégalaises, on a très souvent des problèmes de paiement. C'est pas le marché des étrangers. Et ce qui fait qu'au finish, on dit qu'on fait un marché en... Mais très souvent, ces retards-là, on ne cesse pas le soubassement. C'est des retards de paiement, comme l'a dit M. Puy. Alors que l'étranger, si vous ne le payez pas, là, il déconne pas, il arrête les travaux. Parce qu'entre donc pour ce projet-là, il a déployé un personnel énorme, des moyens conséquents. Si vous ne le payez pas, il ne s'en sort pas. Donc ça, c'est une difficulté qu'on doit insérer. Mais le marché, ça construit. Hein. Et très souvent, on dit que dans un pays, et quand ça construit, ça veut dire que le pays se développe. C'est normal. Quelqu'un qui a de quoi faire construire des immeubles au Sénégal, mais malheureusement, c'est un peu le paradoxe. Les Sénégalais, entreprises, comme ingénieurs, comme cabinet, ne s'y va pas trop. Parce que c'est un marché qui est de plus en plus accaparé par des étrangers. Alors que nous, on a des compétences pour le faire. Les entreprises sénégalaises, il y en a qui sont là, qualifiées, qui ont les expériences, qui travaillent partout, mais on est envahi. C'est normal. On est au CEDEAO, les règles sont universelles. Mais si on n'encadre pas, notamment nos entreprises, on ne les aide pas à avoir un projet, ne serait que toute expérience, faire de sorte que tout projet, grand projet de l'État, s'il y a une entreprise américaine ou chinoise qui arrive, il faudrait qu'il soit en groupement avec l'entreprise sénégalaise pour qu'après, au moins, l'expérience sera acquise par les Sénégalais là, d'autres projets éventuels, parce que nous, on est en chantier au Sénégal et beaucoup est à refaire, pour ne pas dire tout. Donc, je pense que c'est quelques mots que j'avais à dire. Voilà. Ok, merci beaucoup, M. Seck. M. Pouy, est-ce que vous avez quelques conseils et recommandations à donner aux maîtres d'ouvrage et également, comment voyez-vous le secteur de la construction ici au Sénégal ainsi que les perspectives? Merci. Par rapport à la dernière question, à savoir les conseils que j'ai à donner aux maîtres d'ouvrage, c'est d'abord de bien faire le choix des acteurs. Je pense qu'on en a parlé, comment faire le choix des acteurs, on en a parlé. Donc, c'est un élément fondamental de faire un bon choix par rapport aux différents acteurs qui doivent intervenir. L'autre aspect,
c'est aussi de prendre du temps dans la conception. C'est-à-dire ne pas se précipiter. Vous se précipitez pour aller vite, alors qu'il n'a pas pris le temps de bien concevoir le projet, de prendre une mauvaise prise en charge de tous les éléments peut entraîner des arrêts pendant l'exécution pour faire des modifications ou des arrêts liés à un problème de budget. Donc, le maître d'ouvrage, avant de se lancer dans la construction, doit maîtriser l'aspect technique, mais aussi faire une évaluation financière correcte pour savoir qu'il a le budget pour mener le projet de A à Z. Si vous constatez à Dakar, vous voyez beaucoup de projets dont le gros œuvre est bien avancé ou terminé, mais qui reste parfois 10 ans sans s'achever. Parce que tout simplement, au départ, peut-être le maître d'ouvrage n'avait pas maîtrisé les coûts, pensant qu'il allait faire le projet dans un délai bien défini, et après, voilà. Rattrape, il ne peut plus continuer, il a investi, peut-être qu'il a même emprunté de l'argent dans les banques qui devaient commencer à rembourser. Là, il va rembourser les banques alors que le projet n'est pas fini. Si c'est un investissement, il doit exploiter pour payer son emprunt. Donc, c'est fondamental de maîtriser tous ces coûts-là. L'autre élément aussi, c'est que je pense que les maîtres d'ouvrage aussi doivent éviter les problèmes de copinage dans le choix des acteurs. Il ne faut pas choisir parce que simplement c'est un ami ou bien quelqu'un qui a mis en rapport avec un des acteurs, voilà, qui les choisit comme ça. C'est bien de choisir des gens que tu connais, mais je pense que c'est important aussi d'avoir une idée de la capacité, du comportement de ces différents acteurs. Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils ont la compétence technique qu'il faut pour pouvoir jouer le rôle dans le processus de construction? Donc tout ceci, je pense que c'est des éléments qui sont importants, c'est des conseils que je donne au maître d'ouvrage. Faire recours aussi à des ingénieurs conseils, à des cabinets, comme on l'a dit tout à l'heure, le maître d'ouvrage, mais aussi analyser, lire des vidéos, comme c'est les vidéos que vous avez l'habitude de poster sur YouTube, qui renseignent sur la construction. Faire aussi une analyse du marché de la construction au Sénégal. De la zone où on doit construire, est-ce que véritablement c'est une zone qui est non incendie, vraiment, tout ceci, c'est important pour les maîtres d'ouvrage et toutes ces informations avant de se lancer dans la construction. Maintenant, la deuxième question, c'est par rapport... Oui. La deuxième question, comment voyez-vous le secteur de la construction au Sénégal ainsi que les perspectives? Voilà. Je pense que c'est un secteur en ébullition. Ici au Sénégal, vous voyez beaucoup de chantiers, que ce soit pour les travaux publics ou pour les bâtiments. Il y a quand même vraiment beaucoup d'activités aujourd'hui à Dakar et même dans les régions. Et c'est un secteur qui a aussi de l'avenir, à mon avis. Comme il a dit tantôt M. Seck, c'est un secteur qui est ouvert, qui a de l'avenir. Parce que la population augmente naturellement, surtout la population urbaine. Et on a assez ici à Dakar à un phénomène où les gens démolissent les villas pour construire des immeubles. Vous allez dans le quartier résidentiel, alors comme point E, sans résidence, le phénomène que vous constatez aujourd'hui, c'est qu'on démolit les villas pour construire des immeubles. Donc la construction en hauteur, pour moi, a de belles perspectives ici au Sénégal et particulièrement à Dakar. Les gens vont avoir de plus en plus tendance à construire en hauteur. Donc ça implique quoi? Ça implique des marchés par rapport aux ascenseurs, aux grilles à tout ce qui est en tout cas outils matériels qui permettent de construire en hauteur pour exploiter des bâtiments en hauteur. L'autre élément de perspective est que il y a des découvertes de pétrole ici au Sénégal, donc, et de gaz d'importante quantité. Donc, beaucoup d'investisseurs vont venir, beaucoup d'entreprises vont venir s'installer ici à Dakar. Ça ouvre, en tout cas, pour moi, de belles perspectives pour le secteur de la construction. Donc, ça, c'est un élément à prendre en compte. Maintenant, il y a des défis. En tout cas, ces perspectives aussi posent des défis. C'est-à-dire, en parler, un défi par rapport aux entreprises locales de pouvoir, en tout cas, s'adapter à cette dynamique. S'adapter pour prendre en charge tous ces grands projets de construction, que ce soit des bâtiments ou des travaux publics. Les entreprises ont un défi d'augmentation de capacité pour répondre à ce besoin.
Et là, je pense qu'on est un peu à la traîne. C'est ce qui explique en partie le fait qu'aujourd'hui, on retrouve des entreprises étrangères au Sénégal à travers la construction de grandes infrastructures publiques, mais aussi même des bâtiments, y compris même des bâtiments privés. On voit des entreprises étrangères aujourd'hui installées à Dakar construire des bâtiments privés. Les entreprises ont aussi tendance à venir avec même la main-d'œuvre non qualifiée. Parfois même la main-d'œuvre qui est existante ici au Sénégal, on est en train de l'importer. Vous voyez dans beaucoup de projets, des étrangers, des ouvriers étrangers, des maçons, des menuisiers, des ferrailleurs étrangers qui viennent, alors qu'ici au Sénégal, on a une problématique de l'emploi des jeunes. Donc, comment former nos jeunes pour qu'ils puissent s'insérer dans ces projets de construction? C'est un de nos défis. Et nous qui sommes dans la construction, de plus en plus, on constate qu'on a de moins en moins d'ouvriers qualifiés. Il y a un véritable problème des ouvriers au Sénégal. Les anciens ouvriers qui étaient véritablement formés, qui maîtrisaient véritablement les constructions, les techniques de construction, on veille pour la plupart et il n'y a pas eu de renouvellement de la génération. Vous allez sur un chantier, les ouvriers vous les payez cher, vous n'avez pas le rendement qui est attendu, mais aussi la qualité du travail aussi n'y est pas. Donc il y a toutes ces problématiques-là, pour moi, qui méritent une prise en compte, voir comment former les ouvriers sénégalais pour que même si les entreprises étrangères arrivent au Sénégal, qu'ils n'arrivent pas quand même avec des ouvriers, qui recrutent des ouvriers localement à participer à la réservation du chômage. Et moi, je prends un petit peu le cas de ma commune. J'ai un projet de formation des ouvriers, non pas sur les techniques étrangères. Parce que si vous prenez une commune, comme la commune de Sébikotane, on a aujourd'hui un phénomène d'installation de beaucoup d'entreprises étrangères, particulièrement des Indiens. Et souvent, les ouvriers ont des problèmes de communication avec les entreprises. D'apprentissage de ces langues, les langues étrangères-là, principalement l'anglais, le turc et le chinois, pour ces ouvriers-là, qu'on va prendre peut-être 1 ou 2 heures dans la semaine. Ces langues. Ça leur donne un avantage concurrentiel leur permettant de pouvoir s'insérer dans ces grandes entreprises qui s'installent au niveau des Sébikotane et de Diamniadio. L'autre élément de perspective aussi, c'est le développement des pôles urbains aussi au Sénégal. On parle de pôles urbains du Diamniadio, du Lac-Rose. Ça veut dire qu'il y a un important programme de logement à réaliser qui donne en tout cas de bonnes perspectives au secteur de la construction. Ça veut dire qu'il y aura encore beaucoup à former, que ce soit des techniciens, des ingénieurs ou des ouvriers. Donc c'est un secteur qui va offrir beaucoup de risques en tout cas à la population en termes d'emploi. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à... Merci beaucoup par rapport à ce débat. On va associer avec M. Pouy un débat de très très grande qualité, dont j'espère, comme l'a dit, va servir comme conseil aux futurs constructeurs, projecteurs aussi. Parce que tout est là, tout est dit pratiquement, je dirais. Donc maintenant, espérons qu'on en fasse large diffusion pour que les Sénégalais, même les profanes qui ne se connaissent pas, trouvent dans ce compte-là. Et pour améliorer un peu le niveau, relever un peu le niveau par rapport à la qualité de la construction au Sénégal. Merci à M. Pouy, merci à M. Si par rapport à cette invitation-là. C'est un mot de remerciement à votre endroit pour m'avoir associé pour la deuxième fois à ce genre de débat. Mais je remercie infiniment M. Seck avec qui j'ai eu un intéressant échange. Je salue véritablement la pertinence de ces développements. Et comme il a dit, je pense que ça prouve qu'ici au Sénégal, il y a totalement des acteurs expérimentés, des acteurs vraiment compétents qui peuvent conseiller, qui peuvent accompagner les maîtres d'ouvrage. Donc, tout le conseil que je leur donne, c'est de s'adresser aux bons acteurs et que voilà, les gens sont prêts, on est là à conseiller, à aider pour qu'ils réussissent notamment leur projet. Et je salue encore une fois ceux qui vous suivent à travers votre
votre chaîne YouTube et je le remercie pour l'attention, espérant que aussi, comme il a dit, que la vidéo va circuler et que nous sommes aussi en complément à travers les commentaires, que les gens enrichissent le débat. Voilà, je vous remercie. Nous remercions une fois de plus M. Aline Pouy et M. Ibrahim Seck d'avoir accepté nos invitations. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À bientôt pour une nouvelle vidéo.